Bonjour Pascal Serra. Bonjour Philippe. Donc vous êtes délégué R&D au sein de la direction recherche et développement, innovation et valorisation des savoir-faire de GRDF. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un échange au sujet de la politique recherche et développement de GRDF. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un petit peu comment elle est structurée, cette politique de recherche et développement? Bien sûr, avec plaisir. Alors en fait, on a essayé de trouver un découpage qui nous permettait à la fois d'assurer en fait une continuité par rapport à ce qu'on a toujours fait et puis de se projeter aussi vers le futur. Alors on a découpé, il fallait trouver un mot, on a utilisé le terme d'axe qui donne un petit peu des directions à suivre dans les différents domaines qui impactent GRDF. Le premier, il s'appelle sécurité, performance opérationnelle du réseau. C'est nos activités historiques, c'est-à-dire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire de la maintenance, de l'exploitation du réseau. Et ça nous permet de travailler sur des sujets à la fois d'optimisation de nos OPEX, de penser à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent qui concerne la gestion du réseau, son exploitation, les travaux, la cartographie. Voilà. Alors, optimisation des OPEX. OPEX, qu'est-ce que ça Alors signifie? les OPEX, en fait, dans les budgets de toutes les entreprises, on a une partie qui s'appelle les CAPEX, que sont les investissements, et les OPEX, c'est Le fonctionnement. le fonctionnement courant voilà, de nos activités. Voilà. Donc Donc, ça, c'est pour le premier axe. Voilà. Je vais passer au numéro 3. Alors pourquoi cette suite illogique? Parce qu'en fait, là aussi, ce sont des activités donc un peu historiques. Le domaine numéro 3, c'est le domaine dit aval et de sécurité, c'est-à-dire que ce qui nous fait vivre et ce qui est important de rappeler chaque jour, c'est que nous avons des clients. Nous avons des clients pour lesquels il y a des installations, il y a des chaudières, il y a des conduits d'évacuation des fumées, il y a tout un tas de choses derrière. Et donc ce domaine aval, il est très important parce que ce qu'on peut faire en amont, ce qu'on peut faire sur le réseau, ça a des conséquences en fait sur ce qui se passe à l'aval. Donc l'axe numéro 3, c'est le domaine aval. Euh, Donc du coup, deux axes avec des stratégies qui sont déjà déployées depuis plusieurs années. Donc l'axe numéro un, plutôt orienté sur la sécurité et la performance opérationnelle de GRDF. Et l'axe numéro 3 sur le domaine aval et les installations de nos clients. exactement, exactement. Je passe à l'axe numéro 4, donc, qui est l'axe nommé gaz vert. On a depuis de nombreuses années donc, enclenché une politique donc, de gaz vert au sens du développement de la méthanisation. On a à l'heure où je parle environ 700 sites donc, de méthanisation. En gros, un petit peu moins qui injectent dans le réseau de GRDF. Et c'est quelque chose qu'il va falloir développer encore dans le futur pour atteindre les objectifs du projet d'entreprise. Je rappelle, donc multiplier par 5 cette production des gaz verts. On est à 12 TWh. À l'horizon 2030, on va être à 5 fois plus, c'est-à-dire à 60. Et puis encore beaucoup plus à l'horizon 2050. Donc l'axe gaz vert, c'est notre axe numéro 4. Et je vais venir à l'axe numéro 2. Pour avancer sur cet axe numéro 4, en lien avec l'axe 1 et aussi l'axe 3, on est jusqu'à présent sur un réseau qui était dit gravitaire, c'est-à-dire qu'on avait des sources d'alimentation à haute pression qui venaient de nos collègues du transport, et puis la pression par saut successif, elle est abaissée pour délivrer soit des clients industriels, soit les clients finaux. Et on voit bien que sortir de ce modèle gravitaire et passer à un modèle un peu plus réparti, où on a des sources d'injection qui sont réparties sur l'ensemble des branches de l'arbre, si je peux le dire ainsi, en fait, eh bien ça change la dynamique du réseau, ça change la manière de calculer les débits, et ainsi de suite. Et donc on a introduit un nouvel axe qui s'appelle l'axe numéro 2. Alors, si on veut faire un peu high-tech, on l'appelle Smart Gas Grid, les réseaux intelligents de demain. Faut comprendre qu'on veut demain une exploitation dynamique du réseau qui soit capable d'adapter en permanence les consommations, à la fois l'été, l'hiver, et puis les multiples sources d'injection. Voilà, c'est notre axe numéro 2, et on a ainsi donc quatre arbres ou quatre branches d'arbres qui sont censés irriguer en fait notre avenir. Donc une politique de recherche et développement proposée par GRDF donc sur 4 sujets, donc avec les 4 axes que vous venez de nous décrire. Et au final,
Donc ça, c'est l'orientation que la politique R&D de GRDF propose. Et in fine, comment on travaille sur chacun de ces axes? Enfin, quelles sont les modalités, euh, quelles sont les modalités mises en œuvre pour faire avancer justement ces quatre sujets? C'est une excellente question. Alors, en fait, sur chacun de ces axes, il faut à la fois avoir un état des lieux assez précis, un état de l'art de où nous en sommes. Ça permet d'identifier en fait quels sont les verrous techniques, technologiques qu'on a à lever avec des pas de temps qui sont à définir. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de trouver par différents moyens en fait des ressources, des partenaires internes, externes, auprès du groupe, auprès de grandes sociétés ou d'établissements publics qui vont nous apporter des compétences sur certains sujets. Les choix qui ont été faits, c'est de ne pas avoir de chercheurs en propre à GRDF. Donc on va faire appel à des grands organismes. Je pense au CNRS, je pense à l'IFPEN, je pense au CEA, avec lesquels on va avoir des relations particulières. On va nouer des partenariats de R&D pour développer un certain nombre de sujets. Et on a aussi, bien entendu, les métiers qui nous accompagnent sur le sujet, parce que chaque métier est un peu maître d'ouvrage. Chaque métier de GRDF. Exactement, chaque métier de GRDF, pour le domaine réseau, pour le domaine aval, pour le domaine client. Et chaque métier doit imaginer son futur, c'est-à-dire avoir des rêves à 5 ans, à 10 ans, et puis on fait du rétrofit, on va revenir en arrière en disant ben, je rêve de ça à 10 ans, quel est le point d'étape qu'il faut que j'ai dans 5 ans, et qu'est-ce que je déclenche là tout de suite demain comme action de R&D, sachant qu'on est sur du travail à moyen terme et long terme. C'est ça la R&D Oui. Au sein de ce que je voulais repréciser, effectivement. La recherche et développement sont des actions qui sont faites pour établir des résultats sur le moyen et sur le long terme. Exactement. Contrairement, effectivement, peut-être à des politiques d'innovation ouvertes qui peuvent être plus rapides à mettre en œuvre. C'est exactement ça. Et il ne faut pas oublier qu'on est, on est dans le domaine de la recherche et développement. On a, pour les différentes actions qu'on va conduire, en fait, un niveau d'appréciation de la difficulté en fait, du sujet. Alors, si on fait référence à ce qui à l'échelle de traduction à l'extérieur, on parle de TRL. Je vais passer l'anglicisme. Mais en fait, on a des TRL de 1 à 3 qui sont de la recherche fondamentale, où on va travailler sur des concepts, ainsi de suite. On en fait très, très peu à GRDF, ce n'est pas le sujet. De 4, en fait, à 9, et je peux découper encore en deux, on a de la recherche appliquée, de la recherche opérationnelle. On va développer des solutions, des démonstrateurs. Et puis le bout de l'échelle, en fait, c'est des choses qui sont prêtes à être commercialisées. Donc nous, on s'arrête juste avant parce que ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est de trouver des solutions pour accompagner la filière et pour développer ces 4 axes que j'ai cités précédemment. Alors du coup, je vais revenir sur ces 4 axes pour bien les comprendre. Donc on a effectivement on l'a évoqué, deux sujets plus historiques et 2 sujets peut-être un peu plus nouveaux pour la filière des gazières et des gaziers. Sur ces 4 axes, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple, soit de partenariats avec des laboratoires de recherche que vous avez cités, ou des projets qui sont en cours de tests, d'expérimentation? Alors, je vais prendre quelques petits exemples, effectivement. Je vais commencer par l'axe numéro 1 sur la sécurité et la performance opérationnelle. Quand on regarde nos activités, donc, en particulier donc, celles qui sont conduites chaque jour par les techniciens d'intervention, on a des problématiques potentielles de cartographie des réseaux, on a des problématiques potentielles d'agression d'ouvrage, on a des problématiques potentielles en fait de travaux en général. Et donc pour chacun de ces sujets, on va essayer de trouver des actions pour lever des verrous technologiques. Un tout simple, hein, comment est-ce qu'on est sûr en permanence de pouvoir, avec précision, localiser un réseau qui est enterré. Voilà. Donc on va par exemple travailler sur des solutions avec des partenaires extérieurs sur comment est-ce qu'on va interpréter des images, des géoradars qui permettent de localiser dans le sous-sol sans excaver, c'est-à-dire sans faire de trous, hein, pour aller plus rapidement. C'est un des exemples. Sur la gestion des gestes d'exploitation qu'on fait au quotidien, c'est très important pour nous de maîtriser les émissions de méthane.
Donc on va faire des programmes pour surveiller en fait l'ensemble de nos ouvrages, que ce soit nos réseaux en propre, les stations de méthanisation, voilà, des exemples pratiques sur l'axe numéro 1. Donc ça, c'est des projets et des exemples concrets sur l'axe numéro Tout 1. à fait. Alors, on va les refaire dans l'ordre dans lesquels vous nous les avez donnés au début. L'axe numéro 3, qui est aussi un axe un peu historique sur ce qu'on appelle l'aval et la sécurité aval. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme partenariat avec des organismes extérieurs pour monter des projets de recherche et développement? Alors, par exemple, sur l'axe 3, donc on a parlé du domaine aval, qu'est-ce qu'on va avoir comme problématique? On va avoir des problématiques d'incidence des gaz qu'on va injecter demain dans nos réseaux, hein. On se place à l'horizon 2030. On a un nombre de points d'injection de sites de biométhane qui est passé de 700 à 5000. Voilà. Et avec des caractéristiques, par exemple, du biométhane qui sont différentes de celles du gaz classique de réseau, avec des teneurs, par exemple, en composés sulfurés, en composés oxygène, qui pourraient avoir des incidences, en fait, sur les usages qu'on va en faire derrière, donc dans l'industrie, sur les chaudières, ainsi de suite. Et donc il faut s'assurer avec des programmes de recherche spécifiques avec des tiers, avec le CETIM, avec d'autres organismes, pour vérifier que par exemple ça ne pose pas de problème au niveau des produits d'évacuation des produits de combustion, que ça pose pas de problème au niveau des brûleurs des chaudières, et ainsi de suite. Voilà. Donc ce type d'exemple très concret qui fait qu'on va se projeter dans le futur, mais on tient compte de toutes les conséquences que ça peut avoir en fait, au niveau des usages à l'aval. Donc dans cet axe numéro 3, donc effectivement des projets pour le suivi en fait, des matériels utilisés chez les utilisateurs de gaz, on a également un consortium qui s'est monté pour poursuivre la décarbonation des matériels mis en œuvre chez les clients industriels. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une excellente transition. Ça me permet de faire un petit rappel de notre projet d'entreprise, hein. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du x5, c'est-à-dire multiplier par 5 notre production au niveau des gaz verts. Il y a un deuxième objectif qui est de diviser par 2 nos propres émissions, hein, donc aussi très important. Et le troisième pilier, c'est d'accompagner nos clients dans la décarbonation. La chaudière choc, pour une chaudière bas carbone, en fait, elle a cette vocation-là et on s'est associé effectivement à plusieurs industriels qui développent des produits spécifiques pour les industriels pour essayer de trouver une chaudière particulière dans laquelle on va faire, sans rentrer dans les détails, de la recirculation en fait, de flux pour abaisser en fait, le taux d'émission de ces chaudières-là, quoi. Et c'est quelque chose d'assez innovant. On a d'ailleurs déposé un brevet, c'est GRDF qui a pris en charge, mais ce brevet il sera au nom du consortium, partagé, et ça permet de développer en fait ce dernier pilier là pour accompagner nos clients, là en l'occurrence industriels, dans la décarbonation. Donc la chaudière bas carbone fait partie des projets suivis dans le cadre de cet axe sur les usages. On a, je reprends dans l'ordre dans lesquels vous nous les avez cités, donc un axe numéro 4 sur les gaz renouvelables, sur les gaz verts. Quels sont les projets en cours ou les démonstrateurs qui sont mis en œuvre pour travailler ces sujets des gaz verts en recherche et développement? Alors, sur cet axe numéro 4 donc, des gaz verts, on imagine le futur avec une part très importante de gaz vert qui va provenir de la méthanisation, comme on sait déjà le faire, même s'il y a encore des choses à régler au niveau des impacts sur l'eau, l'air, l'environnement en général, même s'il y a des choses à régler en termes de sécurité des sites d'ingestion, par exemple d'injection en surveillant ce qui se passe au niveau des méthaniseurs. Les autres parts des gaz verts à construire pour le futur, ils vont provenir de 2 sources majoritairement. Une source qui s'appelle la pyrogazéification. En fait, faut imaginer pyro, on entend peut-être feu. Oui. Donc on va brûler un certain type d'intrants, des déchets, et donc ça c'est une première source. Et puis si on augmente à la fois la température pour brûler des déchets et aussi la pression,
faut imaginer qu'on a une cocotte minute, hein, ça doit parler à tout le monde. Et on va faire ce qu'on appelle de la gazéification hydrothermale. Vous savez, la cocotte minute, elle tourne, elle produit un certain nombre de choses. Et on va produire par ces biais-là ce qu'on appelle des gaz de synthèse. Et c'est les deux parts constitutives supplémentaires par rapport à la méthanisation. Il y a des très nombreux objets de recherche à développer parce que on est capable de faire des briques individuelles sur la pyrogazéification. On a fait par exemple un démonstrateur sur la gazéification hydrothermale avec le CEA. On a augmenté un petit peu le volume, c'est-à-dire qu'on est passé de quelques grammes du prototype à quelques kilos par heure de traité. Et maintenant, il y a toute la phase pour conduire vers un projet industriel qui nous permettrait d'avoir des mégawattheures. Et il ne faut jamais oublier qu'on ne fait pas ça, j'allais dire, gratuitement. On a une ambition de développer les gaz verts à un coût raisonnable. Donc il y a tout le travail sur ramener un coût raisonnable de ce gaz vert par ces différentes filières. Et là, il y a des tas de sujets à explorer. Donc si je me permets de reformuler ce que vous venez de dire, donc on est parti sur la gazéification hydrothermale d'un partenariat de recherche entre le CEA et GRDF pour voir en laboratoire si le processus fonctionne. Si je reviens sur l'échelle du TRL que vous citiez en début, donc on est à des faibles TRL en laboratoire et l'objectif étant d'aller vers une industrialisation. Et donc, on va passer par des étapes de démonstrateurs pour vérifier d'abord si le volume fonctionne, enfin, si quand on passe à l'échelle, le fonctionnement scientifique se voit également sur un site industriel. Et puis, effectivement, le fait de proposer ensuite une technologie qui soit économiquement intéressante pour les territoires qui l'utiliseraient. J'ai reformulé. C'est exactement ça. Bravo Philippe, c'est exactement ça. Et voilà, il y a tout un tas d'étapes à franchir. On est attaché à la fois à ces problématiques de coût, d'aller jusqu'à un certain TRL pour accompagner la filière. Et puis après, bien entendu, il faudra qu'il y ait des industriels qui prennent le relais pour développer des solutions commerciales. Il faut qu'on s'intéresse à l'amont, c'est-à-dire s'assurer que les gaz qui vont être produits, ils sont conformes aux caractéristiques d'injection dans le réseau. Et puis, on a aussi à s'occuper un peu de l'amont, c'est-à-dire comment on peut accompagner dans la sélectivité ou pas d'ailleurs des intrants. Est-ce que demain, dans nos rêves les plus fous, on serait capable d'accepter de brûler tous les plastiques, un bel enjeu donc sociétal, hein, par exemple, ou du bois et ainsi de suite. Et donc, il y a toutes ces choses-là à caractériser qui font de nombreux programmes de recherche potentiels avec plein de partenaires. Donc sur cet axe gaz vert, on vient de le voir, des démonstrateurs et des projets qui sont aujourd'hui en cours de tests et de démonstration industrielle. Donc le dernier axe que vous aviez cité au tout début de cet échange, c'était les smart gas grids, les réseaux intelligents, enfin tout du moins la flexibilité des réseaux. Qu'est-ce qu'on a actuellement comme travaux de recherche et développement sur cet axe-là? Alors sur cet axe-là, c'est effectivement un axe qui est vraiment très important. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un réseau gravitaire. C'est-à-dire qu'en gros, si je fais un petit schéma avec plusieurs branches, on avait une source qui alimentait avec de la pression, et puis des postes qui permettaient de changer ces pressions-là au fil de l'avancée dans le réseau du gaz, oui. pour alimenter en fait, les clients industriels et les clients particuliers. Demain, on voit bien que si les sources en fait sont multiples, il faut imaginer, c'est une chose toute simple à imager intellectuellement, hein, une baignoire, on a un robinet. Bon, on le ferme, on l'ouvre, on a une gestion du niveau de remplissage. Maintenant, il faut imaginer que dans la baignoire, il y a plein de robinets. Eh bien, l'axe 2, il a pour vocation de trouver les concepts, les algorithmes qui vont permettre en fait de gérer le niveau de la baignoire en fonction de l'ouverture des robinets et en fonction de si on change la consigne de la hauteur d'eau dans la baignoire, eh bien on va vouloir régler à distance en fonction de certains paramètres les ouvertures, fermetures des robinets. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est enfantin. Mais ce qu'il y a à faire derrière, ça demande de l'analyse de données, ça demande de l'intelligence artificielle. Voilà. Et là, encore une fois, on a développé un partenariat avec le CEA. On avait des outils qui nous permettaient de calculer en fait, des débits de réseau, des réglages de consignes de poste au niveau des pressions
pour l'hiver, pour l'été. Et puis on fonctionnait un peu de manière empirique, c'est-à-dire qu'on réglait des postes, et puis on avait des exploitants qui nous disaient, bah oui, c'est comme ça qu'il faut que ça soit réglé, et ainsi de suite. Demain, dans quelque chose qui est complètement dynamique, parce qu'il ne faut pas oublier que mes robinets de réseau, là, qui alimentent ma baignoire, en fait, ils sont liés aux productions de chacun des méthaniseurs, ou demain de la pyro, et ainsi de suite. Et les productions ne sont pas constantes. On a des choses qui se passent en hiver, on a des choses qui se passent en hiver, et il faut qu'on arrive à gérer tout ça. Donc il faut qu'il y ait des capteurs, il faut qu'on ait une intelligence qui gère en permanence toutes ces informations. L'idéal, c'est que ce soit en temps réel, et qu'elle adapte en fait l'ouverture et la fermeture des robinets pour avoir le débit dont on a besoin, le débit dont nos clients industriels et nos clients particuliers ont besoin au fil de l'eau. Donc sur cet axe Smart Gas Green, donc effectivement un projet en cours de développement entre le CEA et GRDF. Exactement. Pour le bon réglage des robinets au-dessus de la baignoire. Voilà, et ça s'appelle Carpe Optime. Voilà. Et juste pour finir, dans ce panel des outils et des projets qui sont déployés dans le cadre de la politique recherche et développement de GRDF, la direction R&D Innovation utilise avec les métiers qui pilotent des sujets et des programmes de recherche et développement un outil qui s'appelle les appels à projets et qui est mis en œuvre depuis aujourd'hui plusieurs années. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette méthodologie ? Alors, j'avais pas du tout prévu de répondre à cette question, mais je vais le faire avec plaisir. En fait, on a une démarche innovation qui est assez historique en fait, à GRDF. Considère que, d'une part, on n'a jamais raison tout seul, donc les idées des collaborateurs, elles sont très importantes pour faire progresser, que ce soit pour faire des petits sauts de performance ou pour améliorer le quotidien. Donc ça, c'est une première chose. L'innovation participative, ça existe depuis très longtemps, et on pense aussi, on est persuadé que c'est un levier managérial, ça permet à des gens qui n'ont pas l'habitude de le faire, de communiquer, de pitcher, de présenter leurs idées, même s'ils ne vont pas au bout, mais ça a au moins cette vocation-là. Donc ça, c'est l'innovation participative. Et puis, il y a plein de sujets pour lesquels on a des problématiques qu'on ne sait pas résoudre seul. Alors, soit on fait de la prospective longue et on fait des travaux de R&D avec des partenaires extérieurs, ou bien alors, de manière ponctuelle, sur une thématique, on va lancer ce qu'on appelle un appel à projet. C'est quoi un appel à projet ? C'est on définit un cahier des charges, on essaie de faire ce qu'on appelle du sourcing, c'est-à-dire d'identifier des startups, des petites entreprises qui ont la capacité de répondre à tout ou partie de notre problématique. Voilà. Et on va les solliciter au travers d'un appel à projet. Donc ils ont un temps pour répondre, nous proposer une solution. On dote financièrement ces appels à projets sur tout ou partie de ce qu'ils nous demandent. On va chercher souvent des partenaires et puis on accompagne les sociétés en question. Ils nous produisent des livrables et puis on va tester leurs solutions et parfois, souvent, ça permet de lever notre verrou de manière un peu immédiate, hein, par opposition à ce qu'on ferait de manière plus longue avec la R&D. Et puis parfois, il faut accepter aussi que il y a des échecs, mais ça fait partie... l'échec, c'est quelque chose de très important, parce que ça nous permet d'apprendre, et ça permet de... C'est comme si on avait une multitude de chemins à explorer, et comme dans un labyrinthe, il y a des impasses, et puis il y a des voies qui nous permettent de sortir. Voilà. Donc une méthodologie des appels à projets permettant en fait d'expérimenter sur le terrain des concepts proposés par des startups ou des PME innovantes qui fonctionnent ou qui parfois ne fonctionnent pas, mais qui permettent finalement aussi de faire avancer des sujets de recherche et développement de GRDF. C'est exactement ça. Merci beaucoup Pascal Serra pour cet échange. On a pu voir effectivement un certain nombre de projets de recherche et développement de GRDF qui sont actuellement en cours de développement. Et j'espère que nous pourrons bientôt nous reparler pour évoquer encore d'autres projets de recherche et développement. Eh bien, avec plaisir. Merci Philippe.